Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Para nosotros es un placer colaborar un año más con el Festival del Sur y aportando este programa de letras africanas. Es un gusto que nos acoja WIME y compartir siempre con estos escritores maravillosos que esperamos con este programa contribuir a que se les conozca más y mejor. Bueno, yo comentarles solamente que Casa África, la mayoría ya lo saben, es un consorcio público que está integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestras actividades abordan desde la diplomacia económica, la diplomacia cultural y, en concreto, en la diplomacia cultural consideramos fundamental apoyar la literatura y editar en español grandes obras de la literatura africana. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Queremos agradecer a Casa África que un año más enriquezca la programación de actividades paralelas de este festival con una nueva edición de Letras Africanas, este programa literario que, como bien decía Estefanía, está destinado a dar a conocer en España a los grandes autores de la literatura africana. Esa forma parte de la labor de Casa África, el acercar a la sociedad española a la realidad africana, ¿no? La sociedad española la que está, pues, digamos que tiene la mala costumbre desde hace mucho tiempo de darle la espalda a esa realidad, a pesar de ser nuestro continente vecino. Entonces, yo creo que en esa labor necesaria de acabar de darle la espalda a la realidad africana, la literatura desempeña un papel fundamental, porque la literatura africana pues es una literatura muy apegada a la realidad del continente, la realidad política, la realidad social, la realidad económica. Así que es una manera fantástica de conocer mejor a nuestro continente vecino, pero además es una manera fantástica de acercarnos a una literatura que no es desconocida y que encierra unas páginas maravillosas, fantásticas, que bueno, gracias a iniciativas como la de la colección Letras Africanas, pues cada vez más está al alcance de nuestras manos, ¿no? Porque España es un país que adolece de traducciones, de buenas traducciones de obras africanas al castellano. Y ahora no tenemos excusa para decir no tenemos nada en español. Hay una colección que nos lo permite y que ha sido editada por Casa África. Y doble agradecimiento a Casa África, porque además este año nos trae una vez más a un referente absoluto de la literatura africana, y en este caso de la literatura también femenina africana, Ken Bugul, que es pues una de las grandes personalidades de la literatura de su país. Ella viene de Senegal, pero también de todo el continente y de la literatura universal. Ken Bugul es autora hasta el momento tiene 10 novelas publicadas. 3 de ellas fueron traducidas al castellano, pero ya las 3 están agotadas. Entonces, bueno, pues ahí hay un nuevo reto, una nueva posibilidad para esta maravillosa colección de que Ken Bugul vuelva a poder ser leída por los hispanohablantes, y porque actualmente es imposible. Por eso no hemos podido traer ningún libro de ella, para que ustedes puedan, bueno, intentar comprarlo y conocerla mejor. Pero bueno, mientras tanto la iremos conociendo por lo que ella nos va a contar de sí misma y de su obra. Yo si ella ve que no la necesita que la traduzca, porque ella cada día habla más español, habla más castellano, y si no, pues con mucho gusto la traduciré. Muchas gracias, Ken Bugul, por estar con nosotros. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.
Je suis très contente d'être à Guimès. Donc je remercie Antonio Lozano qui fait tout comme Casa Africa pour faire connaître les auteurs africains au niveau des îles Canaries, même si quelques auteurs sont connus sur la péninsule. Et Casa Africa fait un travail vraiment remarquable. Et je remercie Antonio qui se bat pour l'Afrique. C'est mieux. Et donc, bon, il me présente toujours comme un auteur famoso et tout ça, mais je ne suis pas encore fameuse. Cependant, je tenais, à travers l'écriture, apporter une contribution à une meilleure connaissance, non seulement du continent africain, mais aussi des individus, pour qu'on ne les prenne pas. Toujours l'Afrique, c'est comme si c'était un pays, alors que c'est un continent de 54 pays, et chaque pays est déjà un continent. Je ne suis pas venue à l'écriture, à la littérature par passion de la littérature, bien que j'aime les livres, mais je n'ai jamais eu de projet d'écrire des livres. Ça n'a jamais été dans mes projets de vie. Parce que le seul projet que j'ai eu, qui est essentiel, qui est fondamental, c'était un projet de survivre et de vivre. Et peut-être que j'ai eu des projets de m'occuper des personnes âgées, des enfants, des handicapés, en tout cas des personnes vulnérables. Je suis venue à l'écriture, c'est par rapport à l'histoire de ma vie, parce que comme je le dis à chaque fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis née dans un tout petit village au Sénégal pendant la période coloniale, en 1947. Et quand je suis née, mon père avait plus de 85 ans et je suis la dernière née de ma famille. Et pendant la période coloniale, le Sénégal, le colonisateur français avait divisé le Sénégal. Toute la partie occidentale du pays jusqu'à Dakar, donc Saint-Louis, Rufisque, Gorée et Dakar, étaient considérées comme des communes françaises, et les Sénégalais qui habitaient dans ces communes étaient des citoyens, étaient d'abord des sujets français, et ensuite des citoyens français. Et tout le reste du pays était considéré comme des indigènes. Et donc, je suis née dans la zone indigène, donc je suis une indigène. Et jusqu'à ma naissance, il n'y avait pas d'école dans mon village. Alors que dans les communes françaises, dans les communes considérées comme des communes françaises, il y avait l'école française depuis le 19e siècle. Et quand j'ai eu 5 ans, à l'âge de 5 ans, donc ma mère a quitté la maison familiale, m'a abandonnée, et puis elle est partie ailleurs et m'a laissée avec ce vieux papa qui avait 90 ans et qui était devenu aveugle. Et donc là, quand une salle de classe a été ouverte dans mon village, moi qui n'avais personne avec qui jouer, je n'avais pas de petit frère, je n'avais pas de petite sœur, j'étais toute seule, je jouais qu'avec la nature, j'étais dans les arbres, les oiseaux, c'est la nature. Et puis c'est une région de soleil, c'est une région de lumière avec des arbres, des baobabs à l'infini. Donc c'est dans cette atmosphère de lumière, de soleil, d'arbres d'infini que j'ai passé ces premières années de ma vie. Donc quand cette salle de classe a été ouverte, mon père était trop vieux, il était aveugle, personne ne m'a amené à l'école, personne ne m'a jamais tenu la main pour m'amener à l'école. C'est de moi-même, quand j'ai vu cette salle de classe et d'autres enfants qui y allaient, moi aussi je dis je vais y aller, peut-être que c'est aussi un lieu de jeu, c'est comme ça que je suis allée à l'école de moi-même. Et donc, j'ai eu 2 premiers chocs dans ma vie. C'est le fait que ma mère m'avait abandonnée. C'est une souffrance que je traîne jusqu'à aujourd'hui, et de ne pas avoir eu d'enfance. Et le deuxième choc, c'est l'école française.
Parce qu'à l'école française, à cette époque-là, pendant la période coloniale, les programmes que nous avions à l'école, c'était les programmes français. Et dans ces programmes français de cette époque-là, en 1952-1953, dans ces programmes français, on enseignait aux Français, aux petits Français et aux gens des 4 communes du Sénégal, que ce sont les Gaulois, des blonds aux yeux bleus qui étaient leurs ancêtres. Et donc moi, ça me plaisait parce que je dis, comme je n'ai pas de famille, je n'ai que ce vieux papa, j'ai des ancêtres parce que je n'ai pas connu mes grands-parents. J'étais très contente d'avoir enfin des ancêtres. En plus, ils étaient blonds, ils avaient des yeux bleus. J'essayais d'imaginer un peu parce que je n'avais jamais vu un blanc de toute ma vie jusqu'à cette époque-là. Et je me suis accrochée à cette idée que j'avais des ancêtres quelque part, qu'ils étaient blonds et ils avaient des yeux bleus. Et le fait que j'avais été abandonnée ainsi, plus j'avançais à l'école en changeant de village pour continuer mes études, j'étais déjà marginalisée parce qu'à l'époque, dans mon village, déjà dans ma famille, aucune femme n'a jamais été à l'école. Et dans mon village, il y avait, je crois, une autre qui allait à l'école qui a abandonné parce qu'elle s'était mariée à 13 ou 14 ans. Et donc, j'étais la seule femme à aller à l'école et très occidentalisée parce que j'étais tellement dans la culture occidentale et j'étais isolée et marginalisée. Et jusqu'à même, je sois allée à l'université, je vivais très isolée, très marginalisée du seul fait que j'allais à l'école dans ma famille, et dans mon village, et dans mon milieu. Et en même temps, je m'y donnais à fond parce que je voulais me reconstruire une famille avec des ancêtres. Et c'était avec donc les Gaulois blonds aux yeux bleus. Et la première fois que je suis arrivée en Occident, j'étais une grande fille parce que j'étais déjà à l'université. Et quand je suis arrivée en Occident, la première fois, c'était en Belgique. Je connaissais un peu aussi l'histoire, la culture de la Belgique parce que je connaissais toute la culture occidentale, l'Espagne, tout, Portugal, toute l'histoire de l'Allemagne, tout. Et quand je suis arrivée en Belgique, pour la première fois avec... comme dire, je vais en terre promise, que l'Occident c'était le Promised Land, la terre promise. Et c'est quand je suis arrivée là-bas que j'ai eu le 3e choc de mon existence après l'abandon de ma mère, l'école française, et la première fois que je suis arrivée en Belgique où le lendemain de mon arrivée, parce que j'étais arrivée la nuit, c'était l'automne, il faisait gris, il pleuvait, c'était un peu froid. J'étais un peu déçue parce que moi je quittais le soleil, la lumière, l'infini, et tout d'un coup tout était gris, tout pleuvait, froid et tout, alors que j'avais mis ma plus belle robe pour voyager en disant comme je vais en Occident, il faut que je sois présentable comme une occidentale et tout. Et c'est là-bas que le lendemain de mon arrivée, qu'on m'a fait prendre conscience que les Gaulois n'étaient pas mes ancêtres et que j'étais chez vous autres, voilà. Bueno, Et que no era bien recibido. Et c'est le premier jour même de mon arrivée, non seulement les gens dans la rue, je les saluais, ils ne me répondaient pas, ils ne me saluaient pas, ils couraient vite, ils marchaient trop vite. Ensuite, je me disais que peut-être que je n'avais pas des cheveux comme les européennes, que je devrais m'acheter une perruque, on appelle perruquia, comme ça, pour avoir les cheveux comme ça, ils vont me reconnaître, ils ne vont pas me rejeter. Et quand je suis rentrée dans un magasin à Bruxelles, sur l'avenue de la Toison d'Or, il y avait un magasin de perruques, et je suis rentrée, j'ai dit bonjour, elle m'a répondu pour le business, et je lui ai dit que voilà, je veux la perruque, là il y avait une perruque comme ça, avec des cheveux longs. J'ai dit oui, je veux. Elle me regarde et dit non, vous, les gens de chez vous, vous autres, c'est ça qu'il fallait. Et il y avait une perruque d'Angela Davis, parce que dans les années 70, avec le mouvement des Black Panthers, Black is Beautiful, il y avait une grosse perruque d'Angela Davis qui était là. Elle me dit, les gens de chez vous, c'est ça. J'ai dit, mais les gens de chez vous. Et c'est là que je n'ai pas acheté ni l'autre perruque, ni la perruque d'Angela Davis. Et quand je suis sortie dans la rue, il y avait un miroir. Et c'est là
avec tous les blancs qui passaient derrière moi, qui marchaient tellement vite. C'est là que je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie que j'étais noire. Parce que moi, je vivais avec les Noirs. Moi, dans ma tête, j'étais une occidentale. Je ne faisais pas attention à ma peau noire. Et c'est pour la première fois que j'ai réalisé que chez vous autres, ça signifiait que c'est parce que j'étais une noire et que les Gaulois n'étaient pas mes ancêtres. Ça ne m'a pas empêché aussi, toujours dans une tentative désespérée de m'intégrer, parce qu'avec la culture de l'Occident que j'avais, je pouvais quand même discuter avec les gens de littérature, des arts, de l'air, de musique, de civilisation ancienne, de tout, parce que je connaissais énormément de choses. J'ai tout fait pour m'intégrer dans des milieux même d'intellectuels, milieu des artistes, etc. Je suis dans les vernissages, etc. Et à l'époque, à 23 ans, c'est pas comme maintenant, je massacrais, comme on dit au Cameroun, et les gens s'intéressaient beaucoup à moi à cette époque-là. Mais s'intéresser à moi seulement sous le côté exotique, une femme noire, exotique, etc. Mais j'arrivais pas vraiment à réussir cette intégration que je voulais désespérément, parce que les gens me ramenaient toujours à l'Afrique, à mes origines, à chez vous, à la limite, même s'ils ne me demandaient pas si j'habitais pas avec les singes dans les arbres. C'était vraiment incroyable. J'ai passé là-bas 3 années où vraiment le questionnement sur l'identité par rapport à mes origines se posait d'une manière très très forte. Malgré tous mes efforts, je me disais, il faut que je sache d'où je viens et que je retrouve mes origines pour me créer une autre identité que chez vous, etc. Et pendant 3 ans, malgré donc toutes mes tentatives, je suis passée de cette déception, de ce choc à presque la déchéance, parce que je me suis retrouvée dans des milieux underground de l'époque, hippie, marijuana, LSD, etc. Bon, on voulait aussi aller à Katmandou à l'époque, parce que tous les hippies voulaient aller à Katmandou, au Népal. Et malgré tout, j'avais ce questionnement sur mon identité par rapport à mes origines. Et j'étais obligée, après 3 ans, où vraiment c'était comme une forme de déchéance, j'étais obligée de retourner en Afrique. Et 6 mois après, déjà au Sénégal, parce que je revenais de la Belgique, les gens pensaient que j'allais revenir très bien, très heureuse, etc. Et moi, je revenais avec un questionnement identitaire par rapport à mes origines, ce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Ma famille n'en parle même pas, ils n'ont jamais rien compris. Mais mes amis, des gens, quoi, toi, tu étais en Europe et tout. Et 6 mois après, j'ai eu une autre bourse pour venir en France. Mais auparavant, j'avais rencontré un grand bourgeois français au Sénégal. Et quand je suis allée avec cette bourse en Europe, j'ai vécu avec lui une relation passionnelle très, très violente, parce qu'il était... Pas que tous les bourgeois soient comme ça, mais les bourgeois, parfois, il était très possessif, je lui appartiens, je suis à lui. Une femme, c'est une propriété d'un homme, etc. En plus de ça, il était jaloux, violent, raciste, parce qu'il n'aimait pas les autres noirs. Il dit que moi, j'étais différente des autres noirs. Et ce séjour en France, plusieurs années, ça m'a... Encore, déjà, j'avais le problème des origines à régler par rapport à une identité. Maintenant, j'avais encore le problème de la condition de la femme, ce que représentait en plus une femme, que c'était terrible. Moi, je n'ai jamais réfléchi à ces problèmes-là. Et tout d'un coup, maintenant, un autre questionnement s'est posé, une quête identitaire par rapport à ma condition d'abord de femme. Et c'est comme ça que presque après 10 ans... en France, je suis retournée au Sénégal parce que ce monsieur avait même fini par me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne. Et je suis retournée en Afrique. Plus jamais je ne suis revenue en Europe.
Et là, quand je suis revenue traumatisée déjà de ces quelques jours dans un hôpital psychiatrique avec toutes les souffrances déjà que j'avais depuis mon enfance, depuis l'âge de 5 ans, et je reviens au Sénégal, alors là, ils ne comprennent plus rien. Donc tout de suite, on a pensé que j'étais folle, que je ne peux pas revenir dans cet état psychologique complètement en lambeaux. Et les gens de ma famille qui me restaient, mon frère, mes frères et mes sœurs, surtout mes sœurs, mes sœurs, tout le monde m'a rejetée, tout le monde m'a traité de folle, et je me suis retrouvée à la rue, parce que même ceux qui se disaient mes amis ou des gens que j'avais connus à l'université, tout ça là, tout d'un coup, tout le monde a dit non, elle est folle, on ne peut pas revenir de France. Comme ça, c'est pas possible. Quand on revient de France, on doit être... Et moi, je suis revenue avec des questionnements, etc. Et c'est dans la rue où j'ai vécu pendant 2 ans que j'ai commencé, à défaut de pouvoir dire tout ce que je ressentais depuis que ma mère m'a abandonnée. Donc, dans la rue, un ami qui m'avait offert 1000 francs CFA pour manger, parce que quand il passait, il me donnait 1000 francs. J'avais acheté un cahier et un bic, et c'est dans la rue que j'ai commencé à écrire mes 2 premiers livres, Le Baobab fou, le séjour en Belgique, et Cendre et braise, cette idylle violente avec ce bourgeois en France. J'étais pas malheureuse dans la rue. Malgré toutes mes souffrances, je garde toujours une lueur optimiste de la vie, parce que j'avais beaucoup voyagé, j'avais beaucoup vu, j'ai fait des choses absolument extraordinaires dans la vie. J'ai rencontré des gens merveilleux, j'avais vraiment au fond de moi une vie absolument fantastique. Donc moi, je ne me rendais pas compte que la rue, c'est pas terrible. Et j'aime toujours la rue, j'ai même toujours envie, même actuellement, de vivre dans la rue, parce que c'est un monde aussi merveilleux, fantastique, surtout la nuit, c'est un univers extraordinaire. Et quand j'ai commencé à écrire, parce que comme je dis toujours, tout le monde a une histoire à raconter, hein. Nous tous, nous avons des histoires à raconter. Comme je le dis, même mon gardien a une histoire à raconter. Mais c'était la manière de raconter, quand même, je me suis... dans la quête des origines, de l'identité par rapport à la condition de femme, je me suis quand même inspirée d'un monde de contes, d'allégories, de fantastique, qui m'a permis de pouvoir évacuer très facilement tout ce qu'il y avait de souffrance, de questionnement, etc. Et au plus j'écrivais, mieux je me sentais, de plus en plus légère, parce qu'au moins j'avais pu évacuer toutes ces souffrances. Et 2 ans après la rue, je suis allée dans une tentative désespérée de retrouver ma mère. Je suis allée dans son village. Elle ne voulait pas que je vienne parce qu'elle avait honte dans son village qu'on va dire sa fille qui est folle, qui était en France, qui est folle. Et là, j'ai rencontré un homme, un serigne, qui était une autorité spirituelle, un serigne qui avait le même âge que mon père. Et c'est avec lui, quand il m'a pris sous sa protection, qui m'a permis de me réhabiliter au niveau de mon environnement social, etc. Mais le fait de me donner confiance, j'ai pu reprendre la confiance que j'avais quelque part cachée quelque part dans une poche de ma vie, et c'est comme ça que je suis devenue moi-même. Et ça a fait l'objet d'un livre, Riwan ou le chemin de sable, qui avait été mal traduit, les 2 premiers mal traduits, le Baobab fou, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai tout évacué, que je me suis retrouvée, que j'ai ma mère, entre-temps, avec qui je voulais parler, est décédée. Donc on n'a pas pu parler, on a commencé à parler, elle est décédée. Et c'est comme ça que j'ai quitté le Sénégal pour aller vivre dans d'autres pays d'Afrique pendant 26 ans. Oui, et donc comme avec cette expérience, avec ces 3 premiers livres, j'en étais arrivée à d'abord me prendre comme un individu et accessoirement comme une noire, accessoirement comme une femme. Donc je
je vis plus avec le poids des origines, d'où viens-tu, qui es-tu, de quel pays, etc. Ça, c'est vraiment pas... Ce n'est plus mon souci d'être noir, blanc, jaune ou rouge, parce que j'ai pu, avec ce serigne, il m'a fait dégager le problème des origines, le problème de la condition de la femme, pour ne pas être dans une victimisation perpétuelle de non, on me fait ça parce que je suis noire, on me fait ça parce que je suis noire. Donc j'ai évacué la victimisation. Si un problème se pose, c'est parce que d'abord, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, mes défaillances ou mes insuffisances, je ne veux pas les lier à mes origines ou à ma condition de femme. Ça doit être des insuffisances personnelles, individuelles que je dois corriger et non toujours me victimiser. Ouais, ils m'ont refusé ça parce que je suis une femme. Oh, si c'était un homme, oh là, parce que je suis noire, qu'on me regarde comme ça. Moi, qu'on me regarde comme ça ou comme ça m'est complètement égal parce que je ne suis pas dans ça. J'ai dépassé ça et ça, c'est grâce au serigne. Donc ça, c'est l'histoire des 3 premiers livres, c'est une trilogie autobiographique. Après cela, moi, je ne voulais pas écrire, parce que comme je vous l'ai dit, moi, je ne voulais pas écrire des livres. J'ai utilisé l'écriture dans une démarche thérapeutique, pas de reconstruction, mais de construction, parce que je me suis fabriqué un personnage qui me convient, un personnage que je remodèle, que j'affine. Et c'est par un écrivain que Antonio Lozano connaît, qui s'appelle Boubacar Boris Diop, qui m'a dit un jour, il était venu dans un pays d'Afrique où je me trouvais pour me demander si j'écrivais. Je dis non. Il dit, oh, tu as écrit des livres qui sont connus. Baobab Fou était traduit aux États-Unis, c'était dans les premières pages du New York Times Book Review, c'était traduit dans toutes les langues. L'autre a eu des prix. Tout le monde disait, mais qui est Ken Bougoul? Parce que personne ne me connaissait, j'avais pas de photos, je ne faisais pas d'interviews, et parfois même les gens me demandaient, est-ce que vous connaissez Ken Bougoul? Je dis, ouais, je l'ai rencontrée une fois, qu'est-ce que vous pensez d'elle, etc. Donc c'est par Boubacar Boris Diop qui m'a lancé un défi que j'ai un jour, comme il m'avait défié, j'étais très vexée. En 6 mois, j'ai écrit une fiction aussi, La Locura et la Muerte, parce que j'avais vécu pendant 5 ans au Togo sous le régime de la dictature de Eyadema, et j'ai utilisé l'image du dictateur sous forme d'un timonier pour raconter une histoire absolument incroyablement dingue, tout en donc m'inspirant de ce côté fantasmagorique de l'Afrique, avec ses allégories, des mondes de contes et de rêves, où c'est tellement facile de se laisser aller, l'imaginaire s'envole, et on ose tout, parce que c'est l'imaginaire. Et quand j'ai écrit ça, j'ai dit, oh là là, que moi je peux écrire un livre comme ça, et ça, à partir de ce moment-là, de la nécessité et de l'urgence d'écrire dans les 3 premiers livres, je suis arrivée maintenant à la passion de l'écriture, mais pas seulement de raconter des histoires, mais aussi de la manière de raconter des histoires. Parce que moi, étant née du milieu indigène, à partir de ma génération, parce que tous les écrivains avant étaient originaires des 4 communes françaises, parce qu'ils avaient accès à l'école, les Mariam Abba, Aminata Sow Fall, l'écriture est très belle, ils manient bien la langue française, parce que c'est des classiques, moi je ne peux même pas écrire comme eux. Alors que nous, les indigènes aussi, dans la manière d'écrire aussi, il y avait comme une espèce de revanche, de revanche sur l'histoire coloniale, en disant je vais utiliser la langue française, mais je vais l'utiliser dans un contexte de surréel, de fantastique, qui ne sont pas dans l'univers occidental. Donc ça a permis du scandale littéraire, parce que tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'elle écrit comme ça? Après, ça a permis à toute une génération maintenant d'ouvrir les portes d'une nouvelle écriture qui ose non seulement dire, parce que les premiers écrivains, c'était il faut écrire pour plaire. Et avec moi, le temps de plaire était fini. C'est le moment de déplaire. Et depuis, donc, comme c'est devenu une passion,
Je continue toujours à écrire sur des thématiques qui m'interpellent, que ce soit sur les religions, la manipulation de l'exploitation des femmes par les religions, toutes religions confondues, hein. Pas seulement l'islam, le christianisme, le catholicisme, le judaïsme orthodoxe pur et dur, d'autres sujets sur l'environnement, des sujets, quel que soit le sujet qui m'interpelle, je peux prendre ce sujet comme prétexte d'écriture. Parce qu'en fait, ce qui me plaît de plus en plus, ce n'est pas de développer un thème, c'est la manière d'écrire. Avant d'écrire un livre, quand je trouve le prétexte d'écrire, je cherche le lieu, le temps, les couleurs, la lumière, le son, la musique. Parce que pour moi, les livres ont de la musique, ont de la couleur, il y a un rythme, il y a tout ça. Il y a même une odeur. Je me dis que même il y a des livres qui ont une certaine odeur. Donc c'est cette quête de travailler sur un livre comme une œuvre de création qui me passionne de plus en plus. Donc je cherche des voies et des moyens, je fais appel toujours à l'imaginaire, au fantastique, et puis l'esthétique aussi, de l'esthétique, du rythme, de la musique et tout. Et donc c'est devenu vraiment une passion. Quand j'écris à la main, je sens ça. Quand j'écris sur l'ordinateur, j'aime l'ordinateur. Oh, je le sens parce que j'ai l'impression que ce que j'écris sort d'un univers caché en moi que je dois briser pour oser. Mais si je peux oser écrire comme j'écris, c'est parce que comme mes livres sont signés Ken Bougoul, la signification du Ken Bougoul, je ne m'appelle pas Ken Bougoul, je m'appelle Marietou. Mais Ken Bougoul, dans la tradition, ça tu connais, donc ce que ça veut dire, pour exorciser le mauvais œil, le mauvais esprit, que même la mort n'en voudra pas, j'ai dit désormais, depuis la folie et la mort, et puis beaucoup de professeurs des universités ont beaucoup travaillé sur la manière dont j'écris. C'est pour ça que je suis passée à la littérature. C'est la manière d'écrire qui me fait passer à la littérature. À partir de ce moment-là, j'ai dit quelqu'un qui s'appelle Ken Bougoul, je peux écrire ce que je veux, comme je veux, et personne ne peut rien contre moi, parce que je signe mes livres Ken Bougoul. Et quand on s'appelle Ken Bougoul, même la mort ne veut pas de moi. Oui, c'est tout simplement tout. Merci. Et puis de dire que c'est dommage mais ça va venir avec des gens comme Antonio, comme des institutions comme Casa Africa. C'est dommage que toute cette littérature est beaucoup plus connue au Canada, aux États-Unis, où nos livres sont enseignés, les gens écrivent des thèses, des livres, des gens écrivent des livres sur nous. Les gens font des films, l'Europe de l'Est, la Pologne, même la Serbie s'intéresse, l'Allemagne, tout ça. Et les îles Canaries qui sont tout près de nous, et je me dis, les Espagnols et les îles Canaries surtout ont tellement des univers communs. Quand on voit toute la littérature classique espagnole, c'est quand même des univers fantastiques. Rien que le personnage de Don Quichotte devait nous rapprocher, parce qu'il faut vraiment être Don Quichotte pour avec sur la Mancha comme ça. C'est des univers qui nous sont tellement proches. Il y a des possibilités tellement de se comprendre, de retrouver des subtilités communes. Mais c'est dommage que malheureusement c'est pas encore très connu, mais je sais que ça va venir, et qu'on ne prenne pas les femmes africaines ou les Africains en général toujours connus comme des migrants. On n'est pas tous des migrants. L'Afrique est une dynamique, il y a énormément de choses qui se passent là-bas, et le rôle le plus important, bien sûr, c'est joué par les femmes qui sont la dynamique économique, culturelle, esthétique, parce qu'elles sont tellement belles et qui tiennent le continent dans leurs bras. Et vraiment, il faut avoir une autre idée du continent. Moi, je vis en Afrique, j'aime vivre en Afrique, j'aime bien venir ici pour manger du fromage de chèvre, parce que j'adore, mais je préfère vivre en Afrique parce que tellement de choses se passent. Donc, il faut avoir un autre regard sur les migrants, que nous sommes tous des migrants, parce que nous avons tous eu besoin de bouger,
Aujourd'hui, c'est notre tour. Une autre fois, c'est l'histoire de l'humanité qui est une histoire de mouvement, de dynamique et de la migration. Il y a la vie et la survie. Et donc, il ne faut pas avoir la mémoire courte et savoir que nous sommes tous des migrants. Je vous remercie.